Mesdames et messieurs, bonsoir et surtout bienvenue à cette table ronde qui prend cadre dans le festival de philosophie donné par l'Institut français de Grèce. Je vous souhaite la bienvenue. Ce soir, nous allons parler d'un sujet fascinant et inquiétant qui concerne le trafic de biens culturels. Ce sujet nous touche tous, à la fois par son ampleur, mais aussi en tant que patrimoine commun. Nous nous inquiétons tous de ce sujet-là. Commençons peut-être par définir qu'est-ce que nous entendons par le trafic de biens culturels. Il y a évidemment ce que nous connaissons des fouilles clandestines, il y a le vol d'objets dans les musées, mais aussi toute la question de la falsification de documents d'exportation, le blanchiment d'œuvres d'art. Ce phénomène est malheureusement encore assez mal connu et c'est surtout son ampleur qui demeure mal connue parce qu'elle prospère évidemment dans l'ombre et se nourrit du manque de traçabilité de beaucoup d'objets. Cette problématique s'inscrit parfaitement dans le festival de philosophie de ce soir, puisque, comme je vous l'ai dit, cela nous concerne tous, cela concerne la valeur qu'on donne à un objet, mais cela concerne aussi notre rapport au patrimoine. Et les questions éthiques sont évidemment aussi primordiales dans ces différentes problématiques. Ce soir, nous accueillons 3 spécialistes différents. Nous avons un juriste spécialiste du blanchiment avec Benjamin Homer. Nous avons une enseignante experte en sensibilisation pédagogique et nous avons aussi un journaliste d'investigation. Cette réalité a beaucoup évolué ces dernières années. Nous avons vu notamment avec les avancées technologiques, les groupes terroristes font également de plus en plus de fouilles clandestines et il nous faut agir de façon globale et frapper fort. Les sites archéologiques, et en tant qu'archéologue de l'école française, je peux aussi parler en mon nom et dire que ces problématiques demeurent pour nous vraiment importantes. Les fouilles clandestines nous privent de contexte des fouilles, de la stratigraphie, et malheureusement, nous fouillons aussi dans des conditions qui deviennent de plus en plus instables. À côté de cela, évidemment, se posent des questions cruciales qui consiste en l'éthique. Devons-nous ou non publier des objets qui proviennent de fouilles illicites, qui ont des provenances douteuses, et que faisons-nous face à ces objets-là? Au-delà de la valeur marchande, c'est notre mémoire collective qui est en jeu. Comment préserver ce patrimoine dans un monde maintenant globalisé? Nous allons essayer de répondre au mieux à cette question ce soir, en abordant dans un premier temps la compréhension. Qu'est-ce qui se passe? Et pour cela, nous interrogerons nos 3 spécialistes pour ensuite aborder quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place. Et nous finirons en élargissant un peu la question à, en tant que citoyens, que pouvons-nous faire, nous aussi? Je vais passer la parole à mes collaborateurs pour qu'ils se présentent. Bonsoir à tous. Merci à l'Institut français de Grèce et à l'École française d'Athènes de nous avoir réunis ce soir sur ce sujet ô combien important. Donc, je suis Benjamin Homer. Je travaille en tant que... J'ai une double casquette dont j'aurai l'occasion de vous reparler par la suite. Donc, je suis doctorant en droit pénal à l'Université de Lyon 3 sur les questions liées au blanchiment dans le cadre du trafic de biens culturels. Mais je travaille également à l'École française d'Athènes qui pilote et coordonne un projet de lutte contre le trafic de biens culturels au niveau européen. Ce projet s'appelle Anquise et j'aurai l'occasion de vous en parler un peu. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Irène Sanchez et je suis professeure d'histoire-géographie au lycée franco-hellénique Eugène Delacroix, qui fait partie du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et je suis ici ce soir très heureuse de représenter également tous mes collègues qui ont participé à un projet dont j'aurai l'occasion de vous reparler, qui s'appelait Pitcher et qui s'est terminé en 2024. Merci à vous. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ το Γαλλικό Bonsoir. Σχολείο για την πρόσκληση και κυρίως γιατί βρισκόμαστε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Bonsoir, je suis Nicolas Zergano, je suis journaliste-chercheur. Ces 25 dernières années, je traite de cette question très importante qui est le trafic de biens. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet avec Nicolas. En tant que journaliste d'investigation, pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail et nous parler du terrain que vous avez pu, des différentes enquêtes que vous avez eues? Merci.
Oui, alors je n'ai pas fait d'études d'art, je n'ai pas fait d'études qui pourraient me permettre de voir les choses d'une telle perspective. En tant que journaliste, chercheur, j'ai essayé de voir la question du trafic de biens culturels par le biais du crime organisé, c'est-à-dire un crime organisé international qui est une catastrophe et qui est également invisible. Un crime qui se produit tous les jours, qu'on ne voit pas. On admire dans les vitrines, dans les musées, des objets d'art magnifiques, alors que derrière ces magnifiques objets se cache une sombre histoire bien souvent. Et c'est la raison pour laquelle je vais parler d'une étude de cas qui nous permettrait peut-être de comprendre un modus operandi, un mode opératoire, parce que de cette façon, il y a un blanchiment d'argent qui est effectué, de nombreux biens donc sont blanchis d'une façon qui a été faite depuis de nombreuses années, depuis des décennies. En 2003 environ, j'ai par hasard eu entre les mains un document du musée Getty. C'était une lettre qui était adressée au ministère grec de la Culture. Getty demandait par cette lettre, il demandait au ministère de la Culture grec la permission, entre guillemets, d'acheter des objets, une Corée ancienne, antique, donc une statue. Getty s'interrogeait, est-ce que c'est bien, est-ce que ces objets sont volés? C'était une question piège, parce qu'ils font comme s'ils cherchaient de la due diligence. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec cela? Le ministère grec de la Culture n'aurait jamais pu avoir des preuves pour prouver que c'était volé. Ils ne connaissaient pas leur existence. Lorsque quelqu'un vole quelque chose et l'exporte à l'étranger, aucune autorité dans le pays d'origine ne peut te dire voilà, je connais cet objet, je le connais. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, ce qu'ils font, c'est au lieu de prouver la légalité de l'origine du bien, ils te demandent de prouver que ça, c'est illégal. Donc, en fait, ils renversent, si vous voulez, toute la logique. Et en fait, il te pose sur toi le fardeau de la responsabilité, alors que ce devrait être le contraire. Et en fait, moi, ça m'a mis hors de moi. On pourrait parler de cette mentalité et de cette question pendant des jours et des jours, mais je vais accélérer. J'ai donc commencé à chercher la couronne d'or par le biais d'Interpol, et j'avais un copain qui avait laissé son ordinateur ouvert, et j'ai trouvé qu'il y avait 7-8 cas dans l'espace européen de trafic de couronne d'or, et un cas avait beaucoup d'informations. Il y avait 2 Grecs qui venaient de Macédoine. Et lors d'un vernissage à Munich d'un dessinateur grec, ils ont présenté dans une boîte de pâtisserie de Thessalonique une couronne d'or qui était avec un petit peu froissée avec de la terre tout autour. Ils lui ont demandé, parce qu'ils n'avaient pas les connaissances, ils lui ont demandé donc de leur permettre plutôt de vendre cette couronne directement à un musée ou à un collectionneur. Le dessinateur grec qui avait des contacts, il avait un contact avec Getty, et il a pris des photos de cette couronne. Il a envoyé les photos à Getty et il lui a posé une question si le musée s'intéressait à cet objet. Celle qui était responsable des antiquités au musée, qui avait envoyé la lettre au ministère et qui a demandé si l'objet avait été volé, a dit que ça l'intéressait, mais qu'elle ne pouvait pas prendre cet objet à eux. Elle a dit donc qu'il fallait trouver un intermédiaire, un dealer, par le biais de ce dealer, pour qu'on puisse avoir cet objet. Les Grecs ont trouvé un dealer autrichien, Christophe Léon, et c'est là que le travail d'Interpol s'arrête. J'ai essayé de trouver le dessinateur, le peintre, et je l'ai trouvé nulle part. Il avait disparu, que ce soit en Grèce, en Allemagne. La police ne savait pas où il était, les autorités diplomatiques. Et donc, en fait, au même moment, j'ai voulu chercher des renseignements sur la Corée,
antiques. J'ai été au ministère de la Culture, ils m'ont fermé la porte. Ils m'ont dit, mais vous vous intéressez à quoi, vous, monsieur? Et comme je suis un journaliste sur ces questions, je me suis dit qu'il fallait que j'aille en Italie. J'ai parlé aux Carabinieri qui ont une équipe de choc pour le trafic de biens culturels. On leur doit beaucoup, pas seulement nous, mais le monde entier. Pour ce qui est du patrimoine culturel, j'ai trouvé Paolo Ferri, un juriste, un procureur à Rome, qui était le chef d'une équipe qui s'intéressait donc au trafic de biens. Nous avons collaboré et, par magie, j'ai eu entre les mains un paquet avec des CD et 25 000 photos, qui contenaient 25 000 photos et documents qui avaient été saisis par les Italiens et qui provenaient d'entrepôts de trafiquants en Suisse, au Freeport. Je dois vous dire que tout ça, ça a été assez douloureux. Et je ne sais toujours pas si j'ai cliqué sur ces 25 000 photos. Ces photos étaient dans des fichiers, qui étaient dans des fichiers. La qualité parfois était bonne, parfois elle ne l'était pas. Et après 6 mois, à un moment donné, après 6 mois de recherche et d'enquête, et au péril de divorcer, de me séparer de ma femme, je suis tombée sur une statue qui me disait quelque chose. C'était la Corée. Elle était toute sale. Elle était tout droit sortie de la terre. Elle n'avait aucun rapport avec la statue brillante que l'on pouvait voir dans le musée. Elle était cassée ici suite à cette activité. Et le Getty, après, a bien sûr réparé cela pour que la surface soit bien lisse. Donc, c'était une preuve donc, que ça avait été volé. Et sur la base de ces documents et le document qui accompagnait l'achat de la Corée au musée Getty, l'intermédiaire Robin Chimes, un antiquaire britannique qu'on connaissait de l'affaire de Skinous, si vous voulez on peut en parler plus tard, il certifiait le musée Getty lors de l'achat que cet objet, la Corée, avait été exporté légalement du pays d'origine. Le pays d'origine était la Suisse et c'était encore là une preuve que les Grecs avaient conquis la Suisse depuis des années en arrière et malheureusement personne ne pouvait le croire si ce n'est le musée Getty. Avec ces documents, c'est comme une déclaration, la déclaration 105. Je décris ce que je veux. En fait, je déclare ce que je veux. Avec ce type de déclaration, les trafiquants, en fait, blanchissent des documents et personne ne contrôle la légalité de ces documents et il n'y a pas d'impact aussi, il n'y a pas de sanction. Dans le même texte, on voyait que le dealer, l'intermédiaire, admettait que la loi de Californie est en vigueur. La Californie a une prescription de 6 mois pour ce délit de vol d'antiquité. Bref, à un moment donné, on a trouvé le peintre 2 ans et demi plus tard. Le peintre donc a été convaincu, il nous a donné les photos qui étaient très révélatrices. On avait une couronne brisée avec une mesure d'un voleur et qui c'était la preuve tangible. Le ministère a fait des négociations avec le musée Getty. Les objets ont été restitués. Ils sont aujourd'hui au musée de Thessalonique. Et merci beaucoup. Et pardon d'avoir parlé aussi longtemps. Non, merci à vous. Merci beaucoup. On parlait justement, ce que vous décrivez, c'est vraiment un système qui est extrêmement bien organisé. Et du coup, je vais me tourner vers Benjamin pour essayer de mieux comprendre d'un point de vue juridique comment on peut laisser passer ce genre de choses. Oui, alors merci beaucoup Nicolas pour cette histoire assez incroyable. Alors ça peut vous paraître une histoire extraordinaire, et c'en est une, mais malheureusement, des histoires comme celle-ci, il en existe beaucoup, alors sur des objets très spectaculaires comme celui-ci, mais aussi sur des plus petits objets. Et la question légitime qui peut nous interpeller immédiatement, c'est comment c'est possible, notamment au sein de l'Union européenne, avec un cadre légal qui est assez fort, comment ces cas peuvent exister. Alors,
il y a plusieurs raisons. Évidemment, je ne peux pas vous faire un cours de droit de 3 heures et il y aurait beaucoup de choses à dire, mais les premiers éléments qu'on peut soulever, le premier étant la grande disparité des législations au sein de l'Union européenne. Pour vous prendre un exemple tout simple, celui du recel, donc là on n'est pas encore dans le blanchiment, mais celui du recel, le simple fait de détenir des biens volés, un pilleur ou un voleur s'empare illicitement de quelque chose, d'un objet, et va ensuite le vendre à un intermédiaire, un dealer, comme le disait Nicolas. En Europe, aujourd'hui on compte 27 pays, on a 27 législations différentes. Ça peut paraître anodin de cette manière-là, mais par exemple entre la France et la Belgique, le recel n'est pas une infraction de même nature. C'est-à-dire qu'un bien qui est détenu par une personne, alors vous savez qu'une infraction elle a un délai de prescription, jusqu'à un moment elle ne peut plus être poursuivie. En France, le délit de recel est un délit continu, c'est-à-dire qu'il est toujours caractérisé jusqu'au moment où la personne se débarrasse de l'objet, et là, le délai de prescription commence à courir. À la différence en Belgique, la prescription du recel commence dès le début de l'infraction, et donc est beaucoup plus court. Donc parfois, le temps qu'on découvre l'objet dans son parcours évidemment dissimulé, on n'a plus la possibilité d'appliquer cette infraction. Et donc la Belgique a été pendant des années une plaque tournante des biens culturels en Europe, mais comme d'autres pays qui ont parfois renforcé leur législation depuis. Sur la question du blanchiment en particulier, ce qu'il faut comprendre dans la notion du blanchiment, c'est la notion de provenance. Donc la notion de provenance d'un bien culturel, évidemment, où ce bien a-t-il été créé, où a-t-il été trouvé, mais il y a aussi tout l'historique de sa propriété, et c'est ça qui nous permet de déterminer si un bien peut circuler légalement ou pas au sein de l'Union européenne ou à l'international, sous les conventions qui existent aujourd'hui, notamment les conventions de l'UNESCO. Pour la question du blanchiment, établir la provenance est quelque chose de très compliqué. Nicolas l'a dit, parfois la charge de la preuve est renversée, c'est-à-dire que ce n'est pas à la personne qui possède le bien de prouver la licéité de sa possession. Donc le cadre juridique est très compliqué, et cette grande disparité fait que malheureusement, et malgré des équipes de choc comme en Italie ou comme en France avec l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, même si les policiers, les douaniers, les archéologues également agissent sur ces thématiques-là, le droit n'est parfois pas à la hauteur, et il faut aujourd'hui renforcer les cadres juridiques existants. Parmi les barrières qui font qu'aujourd'hui renforcer ce cadre est complexe, outre évidemment la complexité naturelle, j'ai envie de dire, de construire des lois pertinentes, il y a également l'influence du marché de l'art. Donc l'Union européenne abritait 2 des plus grands marchés de l'art quand la Grande-Bretagne faisait encore partie de l'Union européenne, mais aujourd'hui le marché français, pour ne parler que de lui, est le 4e marché au monde. Et les marchands d'art européens font peser tout leur poids économique et toute leur influence politique pour empêcher le durcissement de certaines législations qui les empêcheraient de faire circuler, de vendre, de profiter d'un grand nombre d'objets dont la provenance, si on la vérifiait, s'avérerait certainement illicite. Donc vous voyez qu'il y a non seulement effectivement une complexité du phénomène qui rend difficile l'appréhension par le droit intervient toujours après les évolutions criminelles, mais dans un cadre aussi complexe où les infractions sont aussi dissimulées, c'est difficile d'agir, mais on a aussi des vrais obstacles politiques par le lobby du marché de l'art et aussi par le fait que c'est un sujet qui reste méconnu. Alors évidemment, de temps en temps, de grandes affaires font la une des journaux et parfois on entend que certaines personnes très connues, certaines ont été citées comme Robin Size, mais on a en France des figures très connues également, en Grèce aussi, en Italie, ne serait-ce que Giacomo Medici et Gianfranco Becchina qui sont des grandes figures, si vous voulez, vous pourrez aller googler après, des histoires improbables. Et voilà, on a vraiment du mal à agir sur ces questions-là. Et je pense, voilà, je terminais là pour aller vite, mais on parlera ensuite des moyens d'action, parce qu'il y en a, et ne pas tout de suite vous déprimer dès le début de la table ronde. Merci beaucoup, Benjamin. Benjamin, vous parlez de la difficulté pour le grand public et pour les potentiels acquéreurs de connaître la provenance d'un bien culturel. Et Irène, je vais me tourner vers vous, parce que c'est aussi là qu'intervient toute la question de l'enseignement, de la sensibilisation. Mais du coup, comment peut-on sensibiliser dès le plus jeune âge ? Tâche extrêmement difficile, surtout lorsqu'on connaît la complexité du sujet. J'ai été frappée, Benjamin, par ce que vous venez de dire sur la diversité incroyable de la législation européenne. Parce que, en tant qu'enseignante, j'ai participé avec une équipe pluridisciplinaire et européenne à la construction de matériel pédagogique
pour justement sensibiliser les élèves. Et ce programme est un programme Erasmus+, que vous connaissez, donc un programme financé par l'Union européenne. Donc on voit très bien qu'il y a tout un univers entre les objectifs qui sont notamment de sensibiliser les plus jeunes publics et la réalité législative bien plus tard. Donc l'ambition est réelle pour nous, enseignants. Alors pour sensibiliser, je pense qu'il est très important, et je pense que tous les professeurs ici présents le savent, sensibiliser, c'est d'abord sensibiliser les enseignants au thème, ce thème-là notamment, qui n'est pas explicitement dans les programmes scolaires d'aucun pays de l'Union européenne. Donc ce n'est pas forcément un thème pour lequel nous avons été formés en amont lors de nos études, et encore moins lors de la formation continue, qui est quand même quelque chose d'assez commun dans l'Union européenne. Ça commence à l'être, mais je pense que c'est aussi grâce au projet qu'on a mené. Une fois que l'enseignant est sensibilisé, et ça veut dire avoir des connaissances solides, scientifiquement irréprochables, et je tiens juste à faire une toute petite parenthèse et remercier un personnage incroyable qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir, Christos Siroyannis, qui, certains le connaissent, nous a beaucoup aidés en nous apportant justement ce genre d'informations, Nikos, que tu as aussi, et qui est très difficile à trouver, des études de cas. Voilà. Donc une fois que l'enseignant possède la connaissance, une connaissance solide, il peut à son tour sensibiliser les élèves. Et cette table ronde a été l'occasion pour mes collègues moi-même de réfléchir en fait à ce qu'on avait voulu faire. Et sensibiliser pour nous, c'est éviter deux écueils surtout. Le premier écueil est de ne pas culpabiliser les élèves du primaire, du collège, du lycée, puisque c'est le public qui nous concerne. Ne pas voir en eux finalement de futurs potentiels acteurs du trafic de biens culturels, comme parfois on pourrait l'imaginer, mais au contraire de créer en eux un sentiment et d'ouverture au patrimoine, qu'ils puissent s'attacher au patrimoine pour ensuite d'eux-mêmes le protéger. Et l'autre écueil qu'on a souhaité vraiment éviter, c'est ce qu'on pourrait appeler le nationalisme culturel, c'est-à-dire bien expliquer aux élèves que, et je vous montrerai tout à l'heure, que ce n'est pas parce qu'un bien est trouvé en Grèce qu'il a une valeur propre, ou en France, ou en Italie, c'est parce qu'il a une valeur scientifique. Et là, c'est vrai que ça demande de la part des enseignants un vrai travail de préparation. On ne peut pas arriver comme ça devant les élèves et leur dire « attention, vous devez protéger le patrimoine ». Et puis dernier point, mais ça rejoint ce que je disais au début, je terminerai avec ça, ce qui est très important dans le projet qu'on a mené, qui s'appelle Pitcher, je vous présenterai tout à l'heure en détail, c'était de créer justement un cadre européen, c'est-à-dire de pouvoir créer des outils pédagogiques qui soient à disposition de tous les enseignants de l'Union européenne et de tous leurs élèves dans 5 langues différentes, du primaire à la fin du lycée, et de créer un sentiment commun européen, pour s'arrêter à cette échelle-là en tout cas, un sentiment d'appartenance, c'est-à-dire que les élèves, quel que soit leur pays d'origine, se sentent, à part entière acteurs de la protection du patrimoine. Voilà, je m'arrêterai là, merci. Merci beaucoup Irène. On va du coup passer aux solutions. Benjamin, avec la double casquette, à la fois une thèse de doctorat en droit et ton implication au sein du projet Anquise, quelles sont les solutions entre le droit et les nouvelles technologies et l'évolution de cette nouvelle technologie? Oui, alors comme je vous disais, donc effectivement, on a des problèmes juridiques réels pour permettre une lutte efficace contre le trafic de biens culturels, mais les choses avancent malgré tout. Donc, si on reste dans le sujet qui est celui du festival de philosophie, comment agir, et c'est ce qu'on discutait entre nous juste avant de venir ici, agir, c'est d'abord comprendre. Il nous faut comprendre le phénomène du trafic de biens culturels qui est protéiforme, qui est un phénomène complexe, qui implique de nombreux acteurs, à la fois de nombreux acteurs criminels, puisqu'on a une participation des acteurs du marché de l'art, mais de toute une chaîne pénale et criminelle qui est à l'œuvre, mais aussi le comprendre, nous, depuis le point de vue des gens qui cherchent à lutter et à prévenir ce phénomène, et aussi à le punir, évidemment. Donc, sur la question juridique, vous savez,
vous avez peut-être lu des chiffres, alors je ne sais pas à quel point vous avez entendu parler de ce sujet, mais on parle souvent du trafic de biens culturels comme le 3e trafic du monde, derrière le trafic de stupéfiants et le trafic d'êtres humains. On avance, et notamment l'UNESCO a connu un backlash en 2020 pour les 50 ans de la Convention qui lutte contre le trafic de biens culturels en présentant des chiffres qui n'étaient pas sourcés, de 3 milliards de dollars de revenus par an. Aujourd'hui, on n'a aucune idée de l'ampleur du trafic de biens culturels. Donc, on ne sait pas combien de biens sont trafiqués, on ne sait pas quelle valeur au total, on ne sait pas qui participe exactement au trafic. Moi, ma thèse de doctorat porte en partie sur des terrains que sont la Syrie et l'Irak entre 2011, on va dire, et 2015-16, sur le trafic réalisé par Daesh, par l'État islamique. On a très peu d'informations à ce niveau-là, mais par contre, on est capable d'agir évidemment sur les terrains qui nous concernent, le terrain européen, en renforçant la législation. Donc, ce à quoi on travaille, évidemment, c'est à comprendre le phénomène, à essayer de trouver des solutions. On parlait du blanchiment, Nicolas en parlait, j'en ai parlé aussi tout à l'heure. On essaie de renforcer l'arsenal législatif qui, aujourd'hui, est le nôtre. Alors, comment on fait? Aujourd'hui, c'est compliqué, on est obligé d'agir au niveau européen. Et l'École française d'Athènes, ainsi que le projet dont je vais vous parler dans un instant, on porte aujourd'hui une voix forte auprès de la Commission européenne pour établir une autorité européenne de lutte contre le trafic de biens culturels. Aujourd'hui, il existe plusieurs autorités européennes, vous les connaissez, sur le médicament, la lutte contre le blanchiment d'argent, et on a besoin aujourd'hui de rassembler tous les acteurs, comme on le fait aujourd'hui, qui luttent contre le trafic de biens culturels dans une seule institution, afin de pouvoir agir ensemble et pouvoir porter ces éléments-là. Alors, en attendant d'obtenir ces choses-là, évidemment, on ne se tourne pas les pouces et on ne fait pas que de se plaindre en disant que les solutions ne sont pas encore là. On agit. Irène parlait du projet Pitcher, qui est un projet d'éducation. Aujourd'hui, à l'École française d'Athènes, nous sommes coordinateurs donc, du projet Anquise. Je vous en parle très rapidement pour ne pas prendre tout le temps, mais c'est un projet qui a pour vocation de développer des nouvelles technologies et des outils, en particulier, de lutte contre le trafic de biens culturels. Notre objectif est de travailler évidemment avec des laboratoires de recherche, des opérateurs privés, pour développer notamment, par exemple, des applications qui permettent de photographier un bien culturel, de le passer dans des bases de données et d'avoir immédiatement des informations sur le bien. D'où vient-il? A-t-il été volé? Figure-t-il dans une base de données, par exemple? Mais également d'autres outils. Alors, on a un outil qui est assez étonnant, qui utilise la technologie de la spectroscopie. Donc, qui est capable, avec, vraiment, c'est une petite valise comme ça, avec un scanner, qui va permettre de dater du papier. Ça va nous permettre de comprendre d'où vient un livre, mais potentiellement l'application serait aussi, et Nicolas l'évoquait rapidement, de dater des certificats d'exportation qui seraient falsifiés. Voilà, donc c'est vraiment les outils qu'on essaie de développer pour permettre une lutte beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, ces outils, on ne fait pas que les développer dans nos laboratoires ou à nos bureaux, on les teste. Donc on les a testés à Thessalonique, on les a testés en Bulgarie, à Paris, on part dans pas longtemps en Sicile. Donc voilà, on les met à l'épreuve du terrain, à l'épreuve des gens qui, tous les jours, policiers, douaniers, archéologues, luttent contre le trafic de biens culturels. Et donc nos moyens d'action sont à la fois d'essayer d'améliorer l'existant en parlant du cadre juridique et institutionnel, mais aussi aujourd'hui de développer des outils de lutte contre le trafic. Merci beaucoup Benjamin. Je confirme, en tant qu'archéologue, j'ai pu tester certains de ces outils, donc il y a des choses qui sont développées. Ces outils sophistiqués s'adressent cependant principalement aux professionnels. Comment on fait pour démocratiser ces problématiques-là auprès du grand public, Irène? Merci pour la question. Cadeau. Oui, alors c'est vrai que l'enseignant a la mission donc d'agir auprès des élèves, de leur apprendre à agir par eux-mêmes par la suite. Et avec mes collègues du lycée français Franco-Lénique Eugène Delacroix, mais également avec des collègues d'établissements scolaires en Italie, en Espagne, et en collaboration avec des agences européennes ou des associations en France, nous avons, en fait, à la demande de l'EFA, à l'initiative de l'EFA également, monté un projet Erasmus+, nommé Pitcher, qui est dont l'objectif était de créer des ressources éducatives libres, accessibles, comme je le disais auparavant, à tous les enseignants et élèves de l'Union européenne. Alors, comme je l'avais dit auparavant, puisque la lutte
contre le pillage, le trafic du bien culturel n'est pas explicite dans les programmes scolaires et que nous devons évidemment appliquer les programmes scolaires, on a décidé d'aborder le thème par le biais du jeu, en créant des ressources éducatives qui soient essentiellement ludiques, mais évidemment avec une base scientifique absolument irréprochable. Et je vais vous en dire deux mots là-dessus, parce que c'était très très important pour nous. Alors pourquoi le jeu ? Parce que le jeu permet de passer par l'émotion, notamment, surtout pour les élèves les plus jeunes. Nous avons créé, alors je les ai apportés certains ici, mais je vous rassure, on va pas jouer. Nous avons créé par exemple ces deux exemples d'une multitude de jeux qui ont été créés, qui sont disponibles en ligne gratuitement et qui peuvent être imprimés, etc. Par exemple, un jeu de memory, où des élèves peuvent, en fait, comme tout jeu de memory, en fait, reconnaître des objets. Et tous les objets qui sont dans ce memory sont en fait des objets qui ont été victimes de pillage et de trafic, pour lesquels nous, enseignants, nous avons dû nous documenter auprès de divers spécialistes. Ça a été parfois très long. Nous avons également dû trouver un moyen pour mettre l'image de l'objet, puisque souvent cette image n'est pas libre de droit. Donc nous avons demandé à une artiste, une collègue mais une artiste aussi, de transformer toutes les photos et images qui existaient en dessins pour voilà. Et donc tout cela en fait permet de passer par l'émotion pour les élèves. Autre exemple qui n'est pas un jeu mais qui est une activité éducative à faire en classe en 4 séances. Je vous rassure, je ne vais pas le faire avec vous ce soir. Mais la première séance consiste à raconter aux élèves ou à leur faire entendre une histoire à 2 voix. La première voix est celle d'un Athénien du IVe siècle avant Jésus-Christ qui vient de perdre son père lors d'un combat et qui se dirige vers le quartier du Céramique pour notamment demander à un artisan de fabriquer une stèle funéraire. Et donc, dans la petite histoire que nous avons créée, tout est scientifiquement possible, probable. Et la personne qui parle dans ce récit raconte sa peine, raconte ses émotions d'avoir perdu son père et d'avoir dû demander à un artisan de construire cette stèle funéraire. L'autre voix, ensuite, qui suit, est celle d'un archéologue qui, en 2024, est un archéologue allemand, qui est dans le cimetière du Céramique et qui ne comprend pas en fait ce qu'il trouve, hein, puisqu'apparemment il manque quelque chose en fait. Il manque une stèle. Et donc il se rend compte qu'il ne pourra pas scientifiquement établir des faits qu'il aurait aimé établir. Et donc c'est vrai que les élèves, on l'a testé cette activité dans notre lycée, ça permet en fait aux élèves de s'approprier les émotions du passé, de se sentir proche de cette stèle funéraire qui, en fait, a été réellement victime d'un pillage et d'un trafic, qui a été retrouvée. Son histoire est sur le site de l'UNESCO et beaucoup d'acteurs y ont contribué, notamment Christos Yoroyannis. Et cette stèle est aujourd'hui au musée épigraphique d'Athènes. Donc ça a été tout un chemin également pour les enfants, voilà, d'aller voir ensuite cette stèle et de se rendre compte, en fait, que, voilà, d'associer à cette stèle funéraire une émotion qu'eux-mêmes avaient ressentie. Merci beaucoup, Irène. Irène évoque l'éducation à la citoyenneté, la sensibilisation des citoyens. Nicolas, évidemment que le journalisme a aussi son importance dans cette sensibilisation du grand public. Oui, tout d'abord, j'aimerais dire qu'après Benjamin et Irène, je suis beaucoup plus optimiste parce que la voix, c'est la coopération européenne, ce sont des objectifs communs, c'est de pouvoir travailler main dans la main et cela veut dire plus de formation, plus de programmes de formation, plus de sensibilisation, bien sûr un cadre juridique, ça c'est important également. Et pour la sensibilisation, on a le rôle du journaliste qui intervient, je pense qu'on peut jouer un rôle, c'est clair, il n'y a pas de recette magique. La recette, la solution, c'est tout le monde ensemble. Chacun doit faire son travail. Mais pour la sensibilisation, j'aimerais dire la chose suivante. Je crois que la plupart des gens n'ont pas compris le mal que font ces trafiquants d'œuvres d'art. Je ne parle pas du côté moral, éthique, du côté nationaliste.
Je parle vraiment de la catastrophe absolue que ces trafiquants créent. Et je parle aussi du contexte des informations qui sont perdues. Je vais vous donner un exemple caractéristique pour que vous puissiez vous rendre compte et voir comment est-ce qu'on peut être hors de nous quand on apprend des détails sur ce qui se passe. Casasanta, un voleur d'antiquités, un trafiquant d'antiquités en Italie se targuait et disait que dans une villa romaine où tout ça s'était bien sûr enterré, il avait pris une caterpillar, il avait pris un engin donc, il avait fait un filet en fil de fer et avec sa pelle, en fait, il détruisait en fait tout le monument, il le jetait et il laissait seulement les statues pour les vendre parce que le reste, ça ne l'intéressait pas, ça n'avait pas aucune valeur. Et cette scène, elle est vraiment enrageante parce que celui qui observe cette scène ne peut qu'être sensible à ce qui se passe. Et je pense que c'est très important de le dire. Je pense que on doit faire plus de travail au niveau de la sensibilisation parce que c'est, si vous voulez, le premier pas que l'on doit faire. Et à partir de là, bien sûr, le cadre juridique aidera, la formation, les jeux dont vous avez parlé également, mais aussi Paolo Ferri, le côté pénal, c'est important. Ce trafiquant, donc, qui a changé la donne après le travail qu'il a fait, il disait, il y a les bad fellas, les mafieux si vous voulez, les mauvais gars, les bad guys. Dans une Europe sans frontières, ils font un trafic d'objets sans aucun contrôle, avec des certificats qui sont faux, qui sont falsifiés. On a un blanchiment qui est fait, ces objets sont revendus et cet argent, c'est de l'argent black, si vous voulez, de l'argent noir, qui est après investi dans des activités légales. Et en fait, tout ça, bien sûr, a pris des dimensions, ça s'infiltre dans la politique basse et à un plus haut niveau. Et après, vis-à-vis de ces mafieux qui en fait circulent partout, il n'y a pas de frontières. En fait, ça, on peut en fait lutter contre cela. La police, les procureurs, il faut bien sûr une législation européenne qui doit être plus stricte. Et nous avons aussi besoin de la sensibilisation, de la formation, mais on a aussi besoin des médias. Moi, j'ai eu la joie, et je crois que c'était le meilleur moment de ma carrière journalistique pour ce qui est de la collaboration. J'ai eu la joie de collaborer avec Peter Watcher de l'Angleterre et Jason Felt et Ralph Framolino de Los Angeles, des États-Unis, et tous ensemble, on a construit une équipe et on échangeait des informations au sein de cette équipe, sans égoïsme, sans arrière-pensée, et nous avons réussi chacun de notre côté à sensibiliser l'opinion publique du pays, chacun de son propre pays. Je pense que pour moi, c'était une leçon très importante, à savoir que les bons gars, tout ça, ça peut bien fonctionner. Les bons, si vous voulez, peuvent fonctionner vis-à-vis des méchants. On va passer aux questions du public. Le temps a beaucoup plus avancé. Vous voyez que le sujet est vraiment nous prend du temps. On a pris le temps. Et du coup, je vais passer la parole au public maintenant. Vous m'écoutez maintenant? Merci beaucoup pour cette exceptionnelle discussion. Moi, je trouve qu'il s'agit vraiment d'un problème très grave, mais je pense que une des sources de ce problème est le désintérêt du public. Par exemple, quand je fais des discussions avec mes amis, je veux faire
je vais aller au musée, faire des discussions sur le patrimoine et ils sont vraiment des intérêts. Donc comment on peut lutter contre ça pour faire la sensibilisation, comme vous avez mentionné? Parce que plusieurs personnes pensent, bon, le trafficking des biens ne sens pas pour moi. Ce n'est pas un problème vraiment important pour ma vie personnelle. Comment on peut le convaincre qu'il s'agit vraiment d'un problème? Merci. Merci beaucoup pour cette question qui est effectivement centrale. Ça m'évoque, alors vous parlez de visite au musée avec vos amis. Moi, je donne des cours à l'université de lutte contre le trafic de biens culturels et de protection du patrimoine, notamment auprès des forces de sécurité, et en particulier au Liban, qui est un pays aujourd'hui, alors qui est pillé en partie, mais qui est surtout un pays de transit des œuvres d'art du Moyen-Orient vers les marchés européens ou asiatiques. Et quand je donne ces cours-là aux policiers, ce sont donc des policiers libanais qui me disent « mais si je trouve quelque chose dans mon jardin, je le garde ». Après 6 heures de cours. Donc vous voyez que, bon, déjà je constate l'échec de peut-être une remise en question personnelle à ce niveau-là, mais c'est effectivement un réflexe comme ça. Et alors là, je pense que je suis ravi qu'on ait Nicolas avec nous, parce que quand j'en parle autour de moi, généralement, ce que j'utilise pour sensibiliser les gens, ce sont de grandes affaires. Des affaires spectaculaires, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire du sarcophage de Nedjemank. Donc il y a un sarcophage égyptien qui a été trouvé en 2011, qui a été en tout cas pillé en 2011, puis qui a circulé en Allemagne, en France, et qui a fini au Metropolitan Museum de New York, qu'il a acheté pour 4 millions de dollars. Et on s'est rendu compte de manière tout à fait étrange, qui implique notamment Kim Kardashian, mais bon voilà, c'est une histoire très compliquée, que ce sarcophage avait été pillé, donc il a aujourd'hui été restitué à l'Égypte, mais ces affaires frappent. Et je pense que le rôle du journalisme dont parlait Nicolas, c'est de sensibiliser le grand public. Malheureusement, avec nos histoires juridiques et nos problèmes complexes, c'est pas évident. Par contre, des grandes affaires qui frappent, qui sont médiatisées et qui permettent de voir que ce problème existe et a des conséquences dévastatrices, c'est une des voies, je pense, de sensibilisation. Oui, si je peux prendre la suite. Il me vient plusieurs réponses en tête à votre question que je partage en fait. C'est très compliqué effectivement d'aborder ce sujet. Je pense que la première difficulté, c'est que justement on ne peut pas en parler de manière forcément très précise. Il nous manque des données de fait, hein, de par la nature même du trafic, du pillage. Nous n'avons pas les données. Et par contre, ce que l'on sait, et c'est ce qu'on dit aux élèves, c'est ce qu'on montre, on part uniquement de cas concrets, comme tu disais, Benjamin. Et on a varié dans nos activités l'origine des objets, mais également les conséquences que comporte le pillage et le trafic, notamment des conséquences humaines. Il s'agit de la perte de patrimoine, mais ça peut aller jusqu'à des considérations humaines, hein, la perte de vie humaine, puisque nous parlons bien d'un trafic, et que ça se fait dans des contextes de guerre également. Ça peut amener également des pertes de vie humaine. Donc c'est vrai qu'il y a pardon, je prends les deux côtés du spectre, hein. Il y en a d'autres au milieu, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il faut, en tant qu'éducateur, en tout cas en tant qu'enseignant, partir de cas, plus ou moins célèbres d'ailleurs, mais très bien documentés. Et c'est vrai que lorsqu'on aborde ce sujet avec des enfants, notamment, ils n'ont souvent jamais entendu parler. Pour eux, ce n'est pas un problème. Hein, il faut créer le problème, il faut montrer qu'il y a un problème. Et donc, selon l'âge des enfants, voilà, on peut l'aborder de manière plus ou moins différente. Alors, auprès des adultes, j'avoue que là, je suis un peu mal placée pour le faire. Et moi, ce qui me manque en tant qu'adulte, et je l'ai ressenti en tant qu'enseignante aussi, c'est d'avoir accès à une information fiable sur ce thème-là. Si on connaissait, mais on ne le connaîtra pas forcément, l'ampleur même financière du trafic, je pense que davantage de gens également se sentiraient concernés. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Il y avait une question devant. Allez-y, allez-y.
Oui, bonjour, je suis un touriste français de passage. J'ai été hier au musée de l'Acropole. D'ailleurs, au passage, c'est magnifique. Le soir, il y a très peu de monde. C'était splendide. Et on insiste bien sur les éléments qui sont au British Museum. Est-ce que c'est pas aux États aussi de donner l'exemple, ou c'est peut-être un sujet un petit peu différent, je sais pas, l'archéologue que vous êtes, ou Monsieur Zirganos? C'est la question piège de ce soir pour moi. Évidemment que je pense que les États doivent donner l'exemple, c'est évident pour moi. La question des pièces qui sont au British Museum est très épineuse. Et je vous avoue que répondre à cette question-là ce soir, personnellement, je suis pour que ces pièces reviennent. Je pense qu'en plus, maintenant, au musée de l'Acropole, qui est un musée magnifique, elles auraient leur place. Mais là, de nouveau, on entre après dans des problématiques très sérieuses sur la question de rendre différentes pièces. Parce que si le British se met à rendre les pièces à la Grèce, jusqu'où après le British va se vider progressivement des œuvres qu'ils ont. Donc je sais que c'est des points cruciaux. Et là, alors je ne sais pas si mes collègues ont aussi quelque chose à dire là-dessus, mais c'est très épineux. Je crois que la question des marbres du Parthénon, c'est un cas particulier. Ce n'est pas une question qui concerne le trafic d'œuvres d'art. On ne peut pas le mettre au même niveau. On parle d'un monument unique, un trésor de l'humanité qui est coupé, qui est fragmenté et qui doit être complet. Moi, je dirais alors, amenons les pièces au musée britannique. On ne peut pas avoir des pièces, des morceaux au musée britannique, au British Museum, des morceaux à Athènes ou dans d'autres endroits. Si les Britanniques nous donnent les marbres du Parthénon, les musées ne vont pas se vider parce qu'on a affaire à un cas particulier. On ne peut pas parler de nationalisme culturel. On ne peut pas vider les musées du monde. Ce serait mauvais pour l'éducation et pour la culture de le faire. Mais on ne peut pas fermer les yeux à des activités illégales récentes de trafic d'œuvres d'art. Quand l'UNESCO, à partir de 1970, a dit que ça c'est la ligne rouge et à partir de là, je veux la légalité. Avant les années 70, on a fait ce qu'on a fait. Mais après les années 70, tu ne peux pas venir me voler et me dire me mettre cette pièce au musée Getty et après me demander est-ce que cette pièce elle est volée? Non, c'est pas possible. Devant. Merci beaucoup. La question de l'héritage culturel, du patrimoine culturel, outre le trafic d'œuvres, et je parle en tant qu'architecte. J'ai étudié en Italie et effectivement, ils sont vraiment, ils sont très expérimentés. Il y a des scandales pour ce qui est de remblayer. Par exemple, je suis originaire de Samos. Il y a des témoignages de travailleurs qui me disent qu'il y a des sites qui ont été remblayés pour pouvoir construire des complexes hôteliers, des grands bâtiments. Il y a des complexes hôteliers sur une superbe plage. Le son est très mauvais, ça n'arrive pas bien aux interprètes. Il y a donc il y a des parties du temple d'Athéna, et je veux dire par là que la sensibilisation et ce que vous faites, et les gens locaux vont avoir le sentiment que ce bien n'est pas, comme l'a dit le collègue, c'est-à-dire un bien qui a une certaine valeur. Je ne sais pas de quelle manière on va le faire, hein. En tout cas, pour les personnes qui qui sont familières avec certaines choses, moi, comment changer cette mentalité? C'est une question de mentalité.
Je ne sais pas si, du point de vue juridique, il existe quelque chose, mais c'est un secret de Polichinelle. Le son est très mauvais. Les interprètes ont du mal à... Il y a un problème de son. Donc, je n'ai pas pu tout entendre. Je suis désolée. Merci beaucoup. Oui, je vous remercie beaucoup pour cette intervention qui sort très légèrement du cadre que nous abordons ce soir, mais qui est évidemment lié, et qui est ce besoin essentiel, vital, de créer auprès des plus jeunes générations le sentiment de patrimoine culturel. Voilà, qu'ils comprennent que ce n'est pas un objet, mais que c'est un patrimoine avec toutes les dimensions que peut prendre ce terme. Et là, il y a un vrai travail collectif de société. C'est vrai que si la société ne valorise pas le patrimoine, les enfants ne vont pas y voir quelque chose qui a une valeur autre que financière. Donc il y a un enjeu de société. Et c'est vrai que ce soir, nous 4 réunis, mais également toutes les personnes présentes ici, voilà, on est réunis autour de ce projet de société. Et je pense que c'est également en mettant souvent la discussion sur la table, en posant des questions, en soulevant la question, le problème, qu'on peut éveiller des consciences. Oui, je vis en Grèce depuis longtemps, je connais très bien ce problème, il existe en France aussi. Hein. C'est vrai que le fait de savoir que certaines antiquités, comme on dit, enfin biens culturels en général, sont de toutes époques, d'ailleurs pas seulement l'Antiquité évidemment, sont comment dire, enterrés, vite fait bien fait. C'est un problème qui est scientifique, mais qui est également patrimonial. Voilà, il faut que les jeunes générations s'approprient ce patrimoine et s'en sentent responsables. Et aller dans les musées le plus souvent possible, avec les élèves évidemment, les rendre acteurs de la visite du musée, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose, aller sur les sites archéologiques, et c'est vrai qu'en Grèce, on a une poétique qui est très, très favorable à cela, quoi. C'est vrai que c'est très très important. Voilà. En parler, c'est déjà agir. Et je vais compléter ta réponse qui est très intéressante sur la question des populations locales. Donc c'est la manière dont on le cadre, on va dire, dans les projets, notamment par l'UNESCO. Au départ, il y avait une vision, et c'est un peu la dichotomie que tu pointais tout à l'heure, entre la culpabilisation des jeunes publics et en fait qui est une démarche presque à les considérer comme des futurs infracteurs, comme des futurs auteurs de délits. Et il y a aussi une démarche qui est plutôt de les sensibiliser. Et dans certains projets, pas tous, mais dans certains projets, on a réussi à passer d'une logique à l'autre, et notamment à impliquer les populations locales dans des fouilles archéologiques ou sur la protection des sites, par exemple, parce que les populations locales ont longtemps été vues comme celles qui avaient la connaissance de terrain, et donc celles qui savaient potentiellement où étaient les biens sous terre, et elles ont participé, on le sait, même en Syrie et en Irak, à sortir des biens de terre pour qu'ensuite ils soient trafiqués. Donc c'est vraiment un problème à double tranchant, empêcher ce pillage, mais aussi impliquer ces populations qui ont la connaissance, qui peuvent informer des archéologues, qui peuvent informer les policiers, et leur trouver quelque part une fonction, parfois rémunérée, tout simplement parce que si ces populations locales pillent, c'est aussi parce qu'il y a un problème de subsistance économique. Et qu'elles ont ce moyen-là, parmi d'autres, pour manger et pour vivre. Donc au lieu de les culpabiliser dans certains projets, notamment par l'UNESCO, à Palmyre ou sur d'autres grands sites antiques qui aujourd'hui, bon an mal an, sont reconstruits et sont à nouveau protégés, on essaye de régler ce problème-là en impliquant les gens locaux dans des projets de lutte contre le trafic, de protection du patrimoine au sens large. Donc c'est aussi une des voies d'action pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Encore peut-être une dernière question, et après on devra malheureusement boucler. Qui a traité cette question très à la légère, en déclarant texto, mais enfin les archéologues, ils savent que faire des trous. Et donc ça bien sûr, ça a provoqué une levée de bouclier, mais on en reste là. Mais
Il faudrait peut-être pas, mais c'est pas un cas unique. Hein. Il y a des cas, il y a même à Marseille, qui est une cité grecque vieille de 2600 ans, des biens patrimoniaux, archéologiques, culturels, qui sont très maltraités. Hein. Et je pense que là aussi, les archéologues, on a un travail de sensibilisation et de communication qui est très important. Alors je pense vraiment que là, nous, archéologues, les questions des portes ouvertes sur les chantiers, les questions de très rapidement aussi montrer le travail qu'on fait, qui ne sont pas des choses qu'on a toujours eu l'habitude de faire et que maintenant on essaye de mettre en place, aussi en envoyant des archéologues justement dans les écoles, que ce soit dans les collèges, dans les lycées, parler de notre métier, expliquer notre métier est une des voies qui me semble à explorer vraiment en profondeur. Mais du coup, il y avait une dernière question, peut-être cette fois-ci encore. Je voudrais dire que mes parents donc, sont originaires de Thèbes. Et partout, il y a des objets archéologiques, des trouvailles archéologiques. Des dommages ont été faits parce que la nouvelle ville a été construite sur l'ancienne ville. Et alors que les archéologues venaient à 7 heures du matin, les constructeurs commençaient à 5 heures du matin, avant les archéologues donc, et ils détruisaient toute trace archéologique. Et moi, j'ai vu de mes propres yeux un grand vase, par exemple, antique, avec des dessins dessus. Donc, ils ont cassé ce vase et l'ont jeté à la poubelle. Voilà ce que je voulais dire, qu'il faut protéger nos antiquités, nos objets. Et il faut aussi informer nos enfants. Il faut que nos enfants puissent savoir, puissent connaître que tout cela constitue un trésor, le trésor d'un pays quel qu'il soit. Et par ailleurs, il y a aussi des objets antiques, des portes par exemple, qui sont couvertes de terre. Si, par exemple, un étranger arrive à Thèbes, parce qu'il y a des étrangers qui arrivent à Thèbes, puisque c'est une ville antique, et il ne trouve rien, cet étranger, quand il vient à Thèbes. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, je jouais sur un temple antique qui a été, en fait, enseveli de terre. Et en fait, ça me chagrine, parce qu'on ne protège pas nos biens. Et par ailleurs, j'aimerais aussi ajouter que j'ai eu entre les mains un livre qui est du médecin personnel de Napoléon. Ce livre est arrivé via l'école Saint-Joseph, où Fred Poricard, qui savait que j'étais médecin, que je suis médecin, il m'a donné ce livre pour pas que ce livre soit perdu. Et donc, est-ce que ça, c'est mal? Il faut que je le rende à la France, ce livre? Ça, c'est un objet qui m'appartient. Et j'aimerais dire aussi que je collectionnais les pièces de monnaie. Quand j'étais en France, je collectionnais des pièces très anciennes qui dataient de l'époque des colonies. Et ça, c'est mes objets personnels. Est-ce que je dois les rendre à la France? Est-ce que je dois restituer ces objets à la France? Je ne sais pas. Je pose la question. Alors, on peut aller discuter juste après, si vous voulez, de votre cas personnel. Mais voilà, là, vous voyez, vous touchez à un sujet qui est complexe, parce que pour que je puisse vous répondre, il faudrait que vous me disiez à quelle époque exactement vous êtes entré en possession de ces biens. Il faudrait qu'on identifie d'abord, est-ce que ces biens sont des biens culturels? Donc il y a une définition, notamment dans la loi grecque, que je ne connais pas finement. Pour vous répondre, il me faudrait beaucoup plus d'informations. Donc je ne sais pas si ça intéresse tout le monde ici, donc je me dis, voilà, si vous voulez venir me voir après, on en discutera. Et je crois qu'à côté de vous, il y avait quelqu'un qui voulait poser une question, qui a levé la main. Ευχαριστώ πολύ.
Merci beaucoup. Je suis collègue je viens donc de l'école du LFH, donc collègue d'Irène. On n'a pas du tout parlé de la participation du citoyen parce que on est à une époque où les citoyens se réveillent et une question primordiale, c'est l'héritage culturel. Pourquoi est-ce que cet héritage culturel nous concerne à chacun de nous? Il faut qu'on ait un argument très clair, un argument fort pour pouvoir parler avec nos prochains au sein des villages, etc. Chacun de nous peut assumer une responsabilité. Nous savons bien sûr que c'est une question d'éducation, mais l'éducation doit couvrir tous les problèmes sociaux. Et quelle est la priorité de l'héritage du patrimoine culturel et pourquoi ce patrimoine culturel est-il important? Je te remercie pour cette question. En discutant avec mes collègues avant de venir ce soir, on s'est posé cette question. Et on se l'est également posé lorsqu'on nous a proposé le projet Pitcher, puisque les programmes scolaires ont cette tendance à vouloir embrasser tous les problèmes de la société, à les régler, ce qui est impossible. Pourquoi ce thème-là devrait-il même être abordé en cours? Et en réfléchissant avec les collègues, alors je ne prétends pas avoir une réponse complète ce soir, parce que notre réflexion est toujours en cours, mais on l'a rapproché de la question environnementale. Et je sais que c'est un thème qui va être abordé par la suite. Le patrimoine environnemental, le patrimoine culturel, finalement, sont des combats qui sont très similaires. C'est-à-dire il faut que les jeunes générations, avec notre aide évidemment, prennent conscience du problème, mettent des mots et les connaissances, soient capables de mettre des mots, soient capables d'analyser les situations. Ça, c'est le travail de l'éducateur, du professionnel, du professeur. Et finalement, ces outils d'analyse, ces outils de réflexion sont en fait communs à d'autres problématiques. Et donc, si on aborde ces notions à acquérir, ces outils à acquérir sur comment problématiser, comment argumenter, comment analyser, si on le fait par le biais de la question du bien culturel, on peut ensuite l'utiliser pour d'autres thématiques. Donc c'est vrai que nous, professionnels de l'éducation, on avait ces deux idées en tête. Évidemment, parler du patrimoine culturel, mais également faire en sorte que les élèves apprivoisent des outils de réflexion qui sont utiles pour d'autres thèmes. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Merci beaucoup. J'ai des chiffres rouges qui m'annoncent que nous sommes vraiment en retard. Donc je vais me permettre de clore cette discussion passionnante. Je crois qu'en discutant, on a essayé au mieux de montrer l'importance de ce sujet. On voit qu'on n'a pas encore des solutions à tout, mais je pense qu'il y a vraiment des perspectives d'avenir quand même qui peuvent nous garder un peu optimistes sur la suite, en passant par la compréhension, la sensibilisation. Donc je compte sur vous aussi pour continuer de discuter de ces sujets-là à l'avenir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.